chirurgie se sont constituées. Et donc ça veut dire que j'ai rencontré beaucoup de gens en surpoids. Alors j'ai pas les chiffres et je demandais à Catherine si elle en a à peu près, si elle peut nous en dire un mot. Alors nous passons en moyenne en RCP obésité environ 80 à 90 dossiers par mois, 11 mois sur 12, ça fait 3 ans qu'on a mis en place cette RCP. Et les chirurgiens tout à l'heure nous donneront des chiffres un peu plus précis. Oui. Des chiffres plus précis. Bon, sachant que je crois que j'en vois à peu près 90%. Voilà. Donc petit à petit, au cours du temps, j'ai essayé de me constituer à moi-même un questionnaire, une façon de faire avec ces gens. Je vais d'abord vous situer simplement, parce que c'est arrivé après, les recommandations de l'HAS. Alors attendez, il faut que je... Voilà. Alors les recommandations de l'HAS, c'est d'évaluer et prendre en charge le patient avant l'intervention. Donc l'évaluation psychologique et psychiatrique est recommandée pour tous les patients candidats à une chirurgie bariatrique. Prendre la décision d'intervention, l'équipe pluridisciplinaire comporte au minimum un psychiatre et un ou une psychologue. Et suivre et prendre en charge le patient après l'intervention. Le suivi au plan psychopathologique et psychiatrique est recommandé pour les patients qui présentaient des TCA ou des pathologies psychiatriques en préopératoire. Il est proposé au cas par cas pour les autres patients. Alors, mes commentaires. Le premier but est effectivement d'éliminer les contre-indications psychiatriques évidentes à la chirurgie bariatrique. Donc, on les verra après. La difficulté de cette consultation, c'est que c'est souvent la première fois qu'un patient rencontre un psy. Et ça leur fait souvent plutôt un peu peur. Ils ne sont pas forcément très à l'aise avec ça. Souvent, ils me reposent la question, même si toute l'équipe leur a dit qu'ils allaient faire le circuit, rencontrer un psy. Il dit pourquoi je suis là. Et alors, ma technique est effectivement de ne pas foncer directement sur le psy et de faire tout un parcours sur leur vie, sur ce qu'ils ont vécu, et finalement de refaire un interrogatoire qui permet parfois d'ailleurs de retrouver une pathologie somatique qui a été passée à l'as, un traitement, etc. Ça permet des petites corrections dans nos réunions pluridisciplinaires. Et enfin, j'aborde la question psychiatrique tout à fait à la fin. Alors évidemment, dans cette consultation, j'essaye de savoir s'il y a des facteurs déclenchants nets à la prise de poids. Pour certains, c'est nettement à partir de tel âge que, et bizarrement, on a beau creuser et ça ne correspond à aucun événement particulier. Alors, de ces facteurs déclenchants aux causes mis en évidence peuvent dérouler des orientations pour la suite de la chirurgie. Soit proposer un travail psychothérapique préalable, c'est-à-dire je me sens, le patient ne se sent pas prêt, hésite encore un peu, ou bien est encore trop souffrant d'un événement qu'il vient de subir, parce que ça arrive quelquefois qu'entre le moment où ils commencent le parcours et le moment où ils viennent, ils subissent un événement, donc on dit, bon, on peut temporiser un peu. On peut envisager le travail après la chirurgie, mais ça, on en parlera. C'est souvent très compliqué. Nous recevons des gens de beaucoup de départements autour, limitrophes, beaucoup de gens ruraux, qui malheureusement, ne pourront pas avoir un suivi psy très fréquent, ne pourront pas payer des consultations psychologiques. Et nous, psychiatres, sommes hors d'atteinte maintenant. Nos listes d'attente deviennent phénoménales et ça devient impossible d'assurer un suivi, hormis pour quelques patients particulièrement, on va dire, en danger particulier. Alors ça permet aussi, puisque ça a été évoqué ce matin, de revoir des traitements psychotropes, parce que certains patients viennent et on s'aperçoit qu'ils prennent des traitements psychotropes depuis longtemps, et souvent ils ne savent pas plus trop pourquoi. Ça permet aussi de les renvoyer à leur généraliste,
de leur dire on pourrait peut-être voir ça, de réévaluer la cause initiale, ça a été dit par Didier Matet ce matin, de repenser un petit peu ça avant la chirurgie, voire après, mais en tout cas remettre ça en cause un petit peu. Alors, cette consultation donc permet aussi d'évaluer le degré de souffrance psychologique lié à la lutte infinie de ces patients contre leur surpoids. Moi, je considère que c'est une comorbidité. La dépression liée au surpoids, on en rencontre, les gens n'en peuvent plus, et ils finissent par prendre des antidépresseurs parce qu'ils sont déprimés à cause de leur surpoids. Donc on est parti dans un cercle vicieux, quelquefois un peu compliqué. Cette consultation se termine parfois par une demande de rassurance par rapport à une décision que le patient a eu beaucoup de mal à prendre. Il s'agit de faire un pas décisif dans leur vie. Ils ont souffert de leur poids pendant 10, 20 ans. Ils ont fait le yo-yo 50 fois. Certains m'ont dit j'ai perdu 300 kilos dans ma vie. Et c'est une lutte. Et je crois que cette souffrance-là est à prendre en compte. Et c'est aussi un moment de rassurance, dire bon, voilà, quelque chose va changer et on peut en parler un peu. Alors, les contre-indications. Bon, Catherine les a dites tout à l'heure, je les redis très vite. Les troubles cognitifs ou mentaux sévères, les troubles sévères non stabilisés du comportement alimentaire, l'incapacité prévisible du patient de participer à un suivi médical prolongé, la dépendance à l'alcool, aux substances psychoaffectives licites ou illicites. On peut noter, je peux noter la rareté des demandes de patients justement présentant des troubles cognitifs importants ou mentaux sévères ou des TCA non stabilisés. Pourquoi ? Parce que j'arrive souvent en fin de circuit et que mes collègues ont déjà préalablement mis des non-indications. Il arrive parfois, par contre, que ce soit moi qui propose une chirurgie bariatrique pour des gens que je connais depuis très longtemps et pour lesquels on arrive à un moment à se dire, bon, voilà, ça pourrait être le moment. Finalement, nous avons, dans nos séances de RCP, récusé assez peu de demandes pour des raisons psychologiques, pour les raisons que je viens d'exposer. Les cas récusés pour raisons psychiatriques, par exemple, ça a été, au cours d'une consultation, une personne nettement bipolaire, pas du tout stabilisée, même franchement maniaque. Il était bien évident qu'il fallait surseoir. On s'est posé des questions sur des patients psychotiques chroniques qui, eux, doivent prendre des neuroleptiques, qui immanquablement les font grossir et pour lesquels on arrive parfois à des comorbidités assez importantes. Là, ce sont des cas un petit peu plus difficiles à discuter. C'est pour ça que nos RCP sont importantes parce que, voilà. Il y a les cas ça a été évoqué ce matin, les cas de revendication ou d'exigence, ce que je ne sais plus qui a appelé les bons de commande. Je crois que c'est quelque chose à quoi il faut que nous soyons vigilants parce que les gens entendent parler de chirurgie et je veux de la chirurgie en croyant que ça va arriver comme ça. Il s'agit aussi des fois de remettre un petit peu ça dans l'axe et de dire que non, ça ne va pas se faire aussi simplement. Justement, RCP hier soir, c'était amusant parce que, et c'est l'importance des RCP, c'est que quand on commence à discuter autour d'un cas, on finit par s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche sur le plan psy. Et souvent, on se dit, on sursoit un peu, on redemande un régime, on attend un peu, on revoit le patient. C'est souvent ces gens très revendicatifs, ça demande souvent un temps de réflexion supplémentaire. J'ai plus de temps, non ?
20 secondes. En conclusion, la notion de, alors ce que je vais retenir, c'est surtout la notion de stabilisation des troubles psy. Parce qu'effectivement, quand on a un suivi suffisamment long, efficace, qu'effectivement la symptomatologie psychiatrique est bien maîtrisée, qu'on a une bonne observance des traitements, après tout, pourquoi pas, on est sûr que les gens vont être suivis après, tout ça est bien encadré, et effectivement, dans les cas de grande comorbidité, ça peut être intéressant. Bon, j'ai parlé de là. Point notable. J'ai plus de temps ? Non, fini. J'ai fini ? Un point notable. Un point notable, quand même, la grande fréquence des deuils précoces, des carences affectives précoces. Ça a été évoqué ce matin, c'est la question du manque infini chez certaines personnes qui n'est comblable que par de la nourriture. C'est sûrement là-dessus qu'il faudrait qu'on puisse travailler en groupe de psy, parce que je crois que là, il y a un point fondamental entre la notion de la pulsion orale qui est le seul moyen, et finalement cette obésité qui fait écran, a tout accès à ce qui peut se passer derrière. Voilà. Merci.